Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Saison 3, épisode 58. Cette semaine, mon champion de la semaine a des goûts douteux en matière d'art. Et moi, je vous parle d'un hacker qui joue dans les deux équipes. Bonne écoute. Nicolas! Marie-Ève! Let's do this, gangster. Oh yeah! Oh yeah! Let's go! On est dans Camaro. Bienvenue à ce 58e épisode de Crime Tonic. On vous souhaite la bienvenue. Bienvenue! Comment ça va, Nicolas? Super comme toujours. Conte-moi ta vie. Par où je commence? Écoute, tous les autres podcasts, ils font ça. Toi, t'as-tu passé une belle journée? Ah oui, j'ai passé une super journée. Il faisait beau. Faisait beau. C'est le fun, les journées rallongent. Ben oui! Good! Wow! Et là là. Veux-tu que j'enchaîne avec mon champion? Ouais, vas-y donc. Tu vas capoter. Alors, mon champion de la semaine est soit très drôle, soit très immature. J'hésite encore. Ben, ça va de pair. Ouais, mais je suis pas sûre il est plus drôle ou immature. C'est pas mutuellement exclusif. T'as raison. Hmm? Je te parle de la petite ville de Amherstburg, dans le sud-ouest de l'Ontario, qui compte 23 000 habitants. Alors, qu'est-ce qui se passe à Amherstburg? Présentement, sûrement pas grand-chose, je sais pas. Je dirais que c'est là que le fun va mourir. Ouais. Ben là, pourquoi tu me parles de ça d'abord? Ben, il y a un Le habitant. fun a déjà existé. Ben, il y a un habitant de la ville qui voulait mettre du fun dans la place. Donc, il a décidé d'orner son terrain d'une œuvre d'art bien particulière. Oh oh. Boucher les oreilles des enfants. Il s'agit d'un pénis de 1 mètre de haut qui est comme aplati. C'est comme un dessin, là. Ah, c'est un bas-relief. Un bas-relief. C'est pas ça, genre? Je sais pas. C'est comme plat, mais il y a des comme... Oui, plat. C'est plat, mais il y a comme du relief. Ah oui, c'est ça, exactement. On faisait ça en art plastique. Ah, bon, exactement, ça doit ressembler à ça. Il est à côté sur la galerie, sur sa Ok. galerie, oui. Certains voisins qualifient l'homme d'immature. Alors, nous avons Bethany Sims, une résidente du coin, qui dit trouver la sculpture inacceptable. Inacceptable, de mauvais goût. Inacceptable, de mauvais goût. Écoute, là, c'est une nouvelle qui est parue sur Radio-Canada, ben plus CBC. Donc, CBC est allé interviewer un paquet de gens offusqués. Slow News Day. Ouais, exactement. C'était une journée ordinaire. Et là, Bethany Sims est l'une d'elles et elle dit « J'ai de jeunes enfants, je ne voudrais pas qu'ils la voient. Ben non. Ça serait incroyable. » On est quand même pas aux États-Unis. Mais Bethany, qu'est-ce que... Bethany, elle pense que ses enfants n'ont jamais vu un dessin de pénis de leur vie. Non, c'est ça. Jamais. Ils ont sûrement l'âge d'en dessiner quelque part. Là. Tu te rappelles-tu quand notre fille avait dessiné ça sur son apron au restaurant ici au coin? Non, pas ici au coin où est-ce qu'on habitait avant. Anyway. Je m'en rappelle pas. Oh my God! J'avais dit « Oh, est-ce que c'est des beaux papillons? » Et elle me répond « Non, maman, c'est des pénis! » Elle avait genre 3 ans. Malade. Ah, et il y a Judy Carney, qui doit être la sœur de notre nouveau premier ministre. Carney, ben oui. Oui, Ils sont juste deux au Canada. exactement. La sœur, la femme, la cousine, Ouais, on sait c'est pas, ça. mais c'est tout relié. Judy Carney, qui est aussi une voisine et qui est aussi offusquée. Fait que c'est le festival des voisines offusquées. Ben là. Ils ont interrogé plein de femmes qui étaient offusquées, plein d'hommes qui disaient « Bah! » Quand il y en a une, il y en a 100. C'est ça. Fait que c'était comme une gang de Karen. Donc, quant à elle, elle qualifie la sculpture d'inconvenante et elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'une œuvre d'art en comparaison, par exemple, à la statue de David. Et là, elle fait une longue analogie en disant que la statue de David comporte aussi des organes génitaux, mais qu'elle a un corps en entier en tant que statue. Ça, c'est juste des organes. Ça, c'est juste des organes.
Fait que là, c'est un corps, ça peut être de l'art. Si c'est juste une partie du corps, c'est pas de l'art. Ça prend quel pourcentage du corps? C'est ça qui... Ah, je sais pas. Moi, là, je veux juste prendre un moment de silence pour le journaliste qui a dû couvrir qui l'affaire. a dû couvrir l'affaire et que son boss, le matin, il a dit... Tu sais, lui, il a fait l'école de journaliste. Il est comme... À chaque jour, là, il se lève, il y a une photo du Pulitzer sur son frigo. Oui, là. il la touche. Ouais, il se regarde dans le miroir et dit « Aujourd'hui, c'est ta journée. Aujourd'hui, c'est ta journée. » Dans le bas du miroir, c'est écrit « T'es capable, tu vas devenir un grand journaliste. » Puis là, son boss appelle puis il dit « Ouais, Steve, tu t'en vas à Hammersburg. » Il fait comme « Ouais, y a-tu de quoi qui a explosé? Y a-tu un drame? » Lui, c'était genre Erin Brockovich. Là. Oui, c'est ça. Il s'en allait couvrir un scandale. Oui, y a-tu un scandale d'eau contaminée, boss? Non, c'est ça. Il y a un gars qui a mis une sculpture de pénis sur son balcon. Il y a 2 madames qui sont bien offusquées. Oui, exactement. Et en plus, le maire, Michael Proulx. Ah, il est prude. Oui, Proulx. il est d'accord que l'objet est de mauvais goût, mais il souligne que la ville ne dispose pas de règlement spécifique qui permet d'ordonner son retrait. Ah. C'est pas écrit dans les règlements de la ville. Pas le draw de statue de pénis. Fait que là, ils savent pas quoi faire. Et il dit qu'il va appeler les autres villes avoisinantes pour savoir. Leur demander oui. Comment eux autres ils ont dealé avec les statues de pénis. Ben en fait, c'est ça. Ils ont dit, t'en as pas, toi? Comment t'as fait pour les enlever? Ils disent, on va Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être comme, ben amène-moi ça! C'est bien malade! Ça fait des années, j'attends. Tu prends des photos? Ouais, je fais juste souligner qu'il a manqué la chance d'avoir une fontaine en forme de pénis. C'est vrai, ça serait bien plus beau, hein? Ouais. Pendant ce temps, le propriétaire de la statue n'est toujours pas rejoignable. Il répond pas au téléphone. Il fait juste pas répondre. Il est parti à go. Et il doit vraiment être crampé que sa statue passe à CBC. Ben, il va prendre la valeur. Ben, d'après moi, oui. Mm-hmm. Oui. La voisine ajoute, et tiens-toi bien, je finis là-dessus, Judy Carney. Elle ajoute en entrevue à CBC, il s'agit d'un pénis de 1 mètre de hauteur. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'oublier. Oh! Alors, Judy, je sais pas t'en es où dans ta vie, mais si ça te perturbe autant, chérie d'amour, fais ce que t'as à faire. Peut-être que maintenant, elle est juste comme déçue de tout ce qu'elle voit le restant de sa vie. Là. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Elle dit, une fois que tu l'as vu, tu peux plus l'oublier. Non, tu sais, il y en a ça. que ça prend pas grand-chose. Là. Effectivement. Fait qu'elle, elle dort plus la nuit. Tous les soirs, elle se lave dans la douche là, en position de fœtus. En position fétale en pleurant, c'est ça. Ouais. Puis elle frotte fort avec un grain de crin. Je sais pas. Écoute, Judy va pas bien. Judy a hâte que son voisin enlève sa statue. Le pire, c'est que j'ai vu la photo, puis tu sais, le terrain est relativement propre. Là. Il y a juste une statue. Il y a juste une statue. C'est pas un tout croche. Là. Il a juste entreposé ça là en attendant. Ben moi, ça me rassure. Je me dis, ces gens-là mangent à leur faim, ont un toit sur leur tête. Tu comprends? C'est des gens épanouis pour qu'ils s'arrêtent et qu'ils voient un problème là-dedans. Tu sais, je suis sûre que... Je me dis que si jamais on va dans un pays en guerre puis qu'il y a quelqu'un qui a l'idée de faire ça, là, premièrement, dans un pays en guerre, il y aurait personne qui aurait l'idée de faire ça. Non, c'est ça. Et puis, si jamais ça arrivait, personne n'aurait le temps de s'en plaindre parce que les gens seraient trop occupés à essayer de survivre. Ben après ta journée de 19 heures de travail, après avoir marché je sais pas combien pour aller chercher de l'eau, là, puis, avec le son des eaux bio de ta tête, tout le monde s'en balance. Quand tu rentres chez vous, tu fais pas comme « Ah, t'as-tu vu ça? Qu'est-ce que le voisin il a mis sur son perron? » Et là, appelons des journalistes, non pas pour leur parler du manque de fourniture dans les hôpitaux, non. Donc, je me dis qu'on est un pays où est-ce qu'on est confortable. Pour l'instant. Alors, c'était mon champion de la semaine. Non, mais comment tu veux que je batte ça? Je sais, pénis d'un mètre de haut? C'est capoté. Alors, c'est tout pour ce soir. Si vous faites le mal. Hey, ta championne, l'autre fois, là, j'ai reçu des textos de Kinky Kaylee. J'arrête pas de me faire parler de Kinky Kaylee. Fait que là... Miss Piss. Fait que là, je suis restée dans la même thématique. C'est bon, ça. C'est bon, ça? Ouais. Fait que... Ça va dégringolant. Joignez-vous à la saison 4 pour plus de jokes de pénis. Oui, pète. Ça va être tout le long. C'est ça. 22 minutes de... Seigneur.
Et voilà. Toi, Nicolas, allez, rehausse cet épisode. Parle-nous de choses de full compliquées. Rehausser le niveau. Oui, rehausse notre niveau, s'il vous plaît. Allons-y. Vas-y, je t'écoute. Alors, sans attendre, je te parle d'Albert González. Albert González. Né en 1981 dans une famille d'immigrants cubains. OK. Ses parents quittent Cuba justement pour s'installer aux États-Unis. Ils vont élever Albert en Floride, dans la région de Miami. Ah, cool. Son enfance n'est pas marquée par des difficultés particulières. Donc, c'est pas un criminel qui a eu une enfance difficile. Mais attends, on ne sait même pas que c'est un criminel. C'est un crime tonique. Spoiler! Spoiler! Le gars, il a fait des affaires qu'il n'aurait pas dû. Fait que là, il est rentré dans la police, il a vécu sa vie, pris sa retraite à 50 ans. On vous souhaite une belle soirée. Ouais, mort d'un infarctus, 52. Merci, bonsoir. Non, c'est pas ça. OK. Fait que là, lui, il a eu une enfance ordinaire. Ordinaire, il va grandir dans un environnement de classe moyenne stable. D'accord. Très tôt, cependant, Albert va se... Je vais l'appeler González, je pense. C'est fait plus badass Ah, González. que Albert. Ah, j'aime ça. Ouais. Bon. À moins que tu l'appelles Al. Al Gun. Al Gal. Donc, Al se passionne pour l'informatique. Mm-hmm. À l'âge de 12 ans, il va obtenir son premier ordinateur personnel. Fait que dans ces eaux-là, c'était vraiment les premiers balbutiements de l'informatique. Moi, ça me fait capoter parce qu'à date, sa vie est très collée sur la tienne. Oui, ça me ressemble. Hein? Ça t'en ressemble parce que t'as eu ton premier ordi à cet âge-là. Immigrant cubain. Non. Sauf pour le bout là d'immigrants cubains. Mais le reste, t'as eu ton premier ordi à 12 ans et à peu près. Avant ça. Avant ça. Ouais. Et t'aimais ça, l'informatique. Ouais. Fait que J'aime ça, les ordinateurs. J'ai hâte de savoir comment tu vas virer. J'aime ça, l'électricité. T'aimes ça de L'électricité. OK. C'est Tibrin qui disait ça. Oui, je sais. Donc, révélation pour le jeune Al. Le jeune garçon va passer des heures à explorer les entrailles de sa machine puis à découvrir les balbutiements de l'interweb dans ces années-là. Lorsqu'un virus informatique va infecter son PC, il va s'intéresser de près au protocole de sécurité. Il va chercher à comprendre comment ça fonctionne, mais comment se protéger aussi de ça. Puis trouver, en fait, c'est ça, comment se protéger, mais aussi comment trouver les failles dans les systèmes informatiques. Ouais, ça va le fasciner. Exact. Ce goût prononcé pour la technologie et le bidouillage informatique va poser les jalons de sa future carrière, légale comme illégale. Parce que, comme je disais, il a joué un petit peu des deux bords de la clôture. Au secondaire, Albert va étudier à la South Miami High School. Ses professeurs vont le décrire comme un élève brillant, doté d'un talent certain pour l'informatique, bien évidemment, mais aussi comme un adolescent tourmenté et parfois un peu rebelle. OK. Là, ça commence au secondaire, là, la mauvaise influence. Ah. Il va devenir le chef d'un petit groupe de camarades passionnés qui passent leur temps libre à coder des programmes informatiques. Il y a quand même pire comme passe-temps. Oui, à démonter et remonter leurs ordinateurs personnels et à tester les limites du réseau informatique de l'école. Moi, à date, je trouve ça te ressemble. Un petit peu. Curieux et débrouillard, le jeune Al ne se contente pas des exercices de classe. Il va apprendre de lui-même en lisant des manuels techniques et en fréquentant des forums en ligne de hackers qui commençaient dans ces temps-là. Ouais. Sa soif de connaissances va le pousser toujours bien plus loin. Et à peine adolescent, il va réaliser ses premiers exploits de piratage. Oh. À seulement 14 ans, il va parvenir à infiltrer les serveurs informatiques de la NASA. Wow. Ça, c'est pas moi, ça. Non. Moi, j'ai arrêté au réseau de l'école. Oui, t'as arrêté en étant le chef d'une petite bande de caïds qui montaient et démontaient leur ordinateur. Ouais, c'est ça. On envoyait des Juarez. Oui, toi, Francis. Sur les Mathieu. BBS. C'est tout. S'il y en a qui connaissent ça, shout out. Juxtaposition BBS. Donc, va infiltrer les serveurs informatiques de la NASA, l'agence spatiale américaine. La prouesse est audacieuse et lourde de conséquences. Par contre, repéré rapidement par les autorités, l'adolescent va recevoir la visite des agents fédéraux directement à l'école. Oh! Fait qu'il a fait ça, je pense, sûrement à l'école. Wow! Ouais. Il est bon d'avoir rentré, moins bon de s'être fait découvrir comme instantanément. Oui, je comprends, là. En même temps... Erreur de débutant.
Oui, c'est ça, mais quand même, c'est spécial, là. Ouais. C'est la NASA. Ouais, c'est ça, mais c'est la NASA au début des années 90, Mais en même temps. pareil, je dis, il y a juste 14 ans. Ouais. Donc, il va être trop jeune pour être inculpé. Ah, oui. Il va s'en tirer avec un sérieux avertissement et l'histoire le dit pas, mais d'après moi, son père doit l'avoir mis dans sa chambre, pas d'ordi pendant un bon bout de temps. Tu penses? Oh. Ça doit. Tu viens de laisser tomber une feuille. Ouais, c'est ça. Oui. Je l'aurais coupé au montage, mais à ce temps que t'en parles. Ah, ben là, t'as laissé On va tomber le une laisser feuille. Clau! Claude, tais-toi. Fini la première page. Clau! OK. Après avoir obtenu son diplôme secondaire, il va s'inscrire au Miami-Dade College, mais rapidement, il va trouver que l'école, c'est pas vraiment fait pour lui. Impatient et persuadé d'en apprendre plus par lui-même, il va quitter l'université dès la première année. Fait qu'il va même pas finir sa première année d'université. Rejoindre les grands comme Steve Jobs. Ouais, ils ont tous pas non, fait je l'université. sais pas. Non, ils ont fait l'université. C'est des collègues d'université quand ils ont C'est comme le cliché là, de Ouais. lâche l'école puis va faire qu'est-ce que tu veux dans ton garage. Là. Oui, toi, comment ça va? Ça va pas bien, mon garage, j'ai pas mal encombré, je te dirais. Les projets cumulent pas. Bah, ça marche pas pour tout le monde. Ça marche pas pour tout le monde. T'es-tu millionnaire? Il fait très froid l'hiver dans mon garage, puis c'est rempli de boîtes. Ouais, je comprends. Et non, je suis pas multimillionnaire. Mm. Mais j'écris des bons... T'écris des bons codes excellents postales. cas, mais c'est pas parce que tu vas pas à l'université que tu deviens un millionnaire. Non, c'est ça. Rebelle. On s'entend que le pourcentage est assez faible. L'exception est rare. Par contre, c'est à ce moment-là qu'il va plonger davantage dans l'univers parallèle du hacking. Mm-hmm. Al va passer de plus en plus de temps en ligne sur les forums clandestins où se retrouvent les hackers du monde entier. C'est là qu'il va échanger des techniques et perfectionner ses propres techniques à lui aussi. Il va se créer son petit réseau de contacts. Son réseau contact. Ouais. C'est une joke de réseau contact. Son classeur. D'accord. Et rapidement, il va vouloir passer à l'action. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au début des années 2000, Oui. Internet connaît une croissance explosive. Je ne sais pas si vous étiez là. Et de nouvelles opportunités s'ouvrent pour les passionnés d'informatique comme Albert Gonzalez. C'est-à-dire? À 20 ans, il va décider de quitter Miami pour s'établir à New York et il va s'installer peu après dans la petite ville de Kearney dans le New Jersey. C'est là qu'il va faire le grand saut vers la cybercriminalité. Mais là, il fait quoi pour vivre? Je sais pas. L'histoire le dit Travaille au pas. Subway. Ouais, c'est ça. T'as décidé ça. Ben, c'est ça. Fait qu'on sait pas à date, là, il fait quoi? À date, non. Là, c'est un étudiant et il croule sous les dettes. Là. OK, parfait. Mais là, à New York. Ouais, là, il déménage, mettons, de chez ses parents. Là. Ouais. Puis dans là, l'État, c'est pas à New York. Hein? ben, il déménage. Ouais, il quittait Miami. Ah, OK, ouais. Peut-être qu'il a quitté la Floride pour l'État de New York et s'est établi à Kearney dans le New Jersey. Dans le New Jersey. Et Al va se rapprocher d'un groupe de pirates informatiques connu sous le nom de Shadow Crew. Shadow Crew, c'est pas un simple club d'amateurs. C'est un véritable forum clandestin international où des milliers de membres vont échanger des données volées et des techniques de fraude. Oh, c'est gros, là. Ouais, là, c'est gros. C'est plus juste lire des affaires sur des forums là, que tout le monde aurait accès. Là. C'est vraiment dans un groupe de hackers nommés, connus, qui échangent vraiment des choses illégales. Tu sais comment ça s'appelle? Shadow Crew. Shadow Crew. Des noms cool. Là. Mais vraiment? Ils ont des noms que tu retrouves dans les films. Oui, vraiment. On va y retrouver, justement, sur ce forum-là, on y trouve la vente de numéros de cartes de crédit volées, des faux passeports, des fausses cartes d'identité, toutes sortes d'outils aussi pour commettre des vols d'identité à grande échelle. Ah, ouais, ça, c'est pas cool pour ceux à qui ça arrive. Non, pas du tout. Et les membres vont partager aussi des tutoriels expliquant comment exploiter les failles des systèmes bancaires puis des différents systèmes utilisés dans les commerces. Ah, ben là, c'est peut-être de ça qu'il vit à cette heure. Ah, peut-être. Ouais. Et ce réseau clandestin, en fond, précurseur des marketplaces du dark web, va attirer naturellement l'attention de notre jeune Al. Et sous le pseudonyme à cette époque-là, de Kumba Johnny, Gonzalez devient un participant très actif dans son nouveau groupe. OK. Il
va participer aux discussions, il va se faire remarquer par son expertise technique, va gravir les échelons jusqu'à devenir modérateur du site. Fait qu'il devient une des personnes les plus importantes, influentes du site. Son rôle dans le groupe, justement, s'accroît rapidement. Certains le considèrent même comme un des cerveaux de l'organisation. Ah ouais, OK. Ouais. Même s'il a comme joint, il n'a pas parti l'organisation. Non, il a joint, il a gravi les échelons, puis en étant modérateur, tu viens un peu la face du forum. Oui. Fait tu sais, c'est toi qui parle avec beaucoup de monde, puis tout ça, fait je suppose que une figure importante. Exact, c'est ça. Puis le monde qui sont plus nouveaux ont dû croire que c'était lui qui était responsable, vu qu'il est tout le temps là, puis il est partout. Justement, fort de son expérience, de son intelligence, il va profiter de l'anonymat relatif qu'on retrouve sur Internet pour s'enrichir dans l'ombre. Fait que tu te demandais qu'est-ce qu'il faisait. Ouais. Jusqu'à là, je sais pas trop. Mais maintenant, il va faire du hacking. Donc, durant cette période, il aurait contribué à la revente de plus d'1 million de numéros de cartes volées, de numéros de crédit de cartes volées. Cependant, l'ascension de Hal dans le monde souterrain du hacking passe pas inaperçue. OK. Depuis quelques mois, les services secrets américains, chargés notamment de la lutte contre la fraude financière, surveillent de près le groupe Shadow Crew et d'autres forums similaires. Ben, ça doit, oui, là, ça passe pas. Autant d'arnaques à un moment donné. Non, c'est ça. Puis des fois aussi, ces groupes-là, ils laissent une petite carte de visite ou tu sais. Oui, un peu baveux. Ouais, c'est ça. Un petit peu baveux. C'est pas toujours du monde qui ont aucun ego. Non. Et qui ont full de maturité. Non. Donc, en octobre 2004, l'agence fédérale va lancer une vaste opération policière internationale baptisée Opération Firewall pour démanteler ces réseaux de fraude sur Internet. J'adore les noms d'opérations de la police. Ouais. Là, tu vois, c'est Firewall. Là. Ouais. J'aime ça. Comme Opération Beurre de Pinot. Tu vois, j'aurais pas mis lui. Non. Non, pas pour ça. Donc, les autorités vont infiltrer les communications des hackers. Ils vont coordonner les arrestations simultanément dans plusieurs pays pour pas qu'ils se parlent. Oui, qu'ils s'avertissent, oui. Exact. C'est vraiment international, là. Oui, c'est ça. Il y a des milliers... Dans ce groupe-là, il y a des milliers de hackers, un peu genre Anonymous ou je sais pas trop. Oui, c'est ça, oui. Tu sais pas trop ils sont où, ils sont un peu à travers le monde. C'est ça. Ils ont toutes différentes forces, différentes spécialisations. Oui, puis c'est vrai qu'il faut toutes tes pognes en même temps. Oui, parce que il y a du décalage horaire en plus. Hey, c'est vrai, hein? Donc, Hal fait partie des personnes interpellées dans le cadre de ce coup de l'opération Firewall. Ben, c'est ça, il est modérateur. Oui, c'est ça. Il est appréhendé justement une première fois en 2003, alors qu'il se trouve dans le New Jersey en possession de plusieurs cartes bancaires contrefaites. Face à la perspective de lourdes poursuites, le jeune homme de 22 ans va prendre un angle inattendu pour s'en sortir, la coopération. Ah! OK. Donc, plutôt que de l'envoyer en prison, les agents des services secrets vont lui proposer un marché. Ils vont lui offrir de devenir informateur pour le gouvernement. Mais il faut qu'il continue de bord. C'est ça, exact. Oh! Fait que là, il dit « Fais semblant qu'on t'a pas pogné ». Ouais, c'est ça. C'est ça? Exact. Ah, ça doit être dur, ça. Ouais, c'est pas... Parce que tes amis, ils vont te dire « T'es pas fait pogner? » Là, tu fais « Non! » Tu sais, c'est comme quand tu vois dans les films, là, les policiers undercover qui se font pogner dans une descente. Là, ils disent « T'approche-moi, tu sais. » Ouais. Tu sais, il faut... oui, il faut que ça a l'air comme quoi que j'ai... Ouais, comme quoi que tu m'as vraiment pogné puis que tu m'haïs alors que c'est des collègues, là. Ouais, c'est une police qui pogne une police, mais il y en a un des deux qui est agent d'infiltration. Puis là, ou des fois, il t'approche un peu, j'ai déjà vu ça dans une émission, puis il est comme « Calme-toi! » Puis il est comme « Ben là, il faut que ça a l'air vrai. » Ouais, c'est ça. Ou il tire une balle à quelque part que c'est pas dangereux. Oui, c'est ça. Dans l'épaule. Ah, on est rendu loin, mais ça me fait penser à ça. Ouais, mais c'était... je pense pas qu'ils l'ont tapoché, parce que là, c'est des hackers, là. Non, puis, anyway, ils se voient pas, tu sais. Non, c'est ça, mais ils savent même pas ça. Il va falloir qu'il invente une... S'il continue de hacker, puis que lui, il s'est pas fait pogner, il va falloir qu'il y ait une bonne histoire de pourquoi il s'est pas fait pogner. Ouais, effectivement. Tu comprends? Genre, il t'est rien arrivé. Non, moi, j'ai passé dans les mailles du filet. Tu sais, c'est spécial. Ça fait 3 jours que t'es pas en ligne. Ben, je sais pas. Là, j'étais partie faire l'épicerie. Je me suis caché en attendant que ça... Oui, c'est ça. Pendant que ça se calme. Donc, justement, on sait comment ça fonctionne. En échange de sa collaboration pour identifier puis faire arrêter d'autres criminels, Hal va bénéficier de clémence sur ses propres charges. Puis encore mieux, il est officiellement embauché comme consultant
Puis on va même lui verser un salaire annuel d'environ 75 000 US. Oh, 75 000 en 2003! Ouais. Pour aider les enquêteurs à naviguer dans le Darknet puis à piéger ses anciens complices. Tabarouette! Fait que c'est même, tu sais, à la limite, c'est ça, ils voulaient être informateurs, puis ils ont même fait une offre de plus en disant, tu sais, travaille pour nous. T'sais. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, ils devaient faire beaucoup d'argent avec le crime. Ouais, des millions de dollars, là. Oui, fait que, tu sais, il faut que tu payes ces gens-là si tu veux qu'ils collaborent. Ouais, c'est ça. Je sais pas si je l'ai laissé plus tard, là, mais tu sais, on disait qu'il avait vendu plus d'1 million de numéros de carte de crédit. J'étais allé chercher les informations, puis c'est ça qu'il dit. Il parlait à peu près $1 le numéro de carte de crédit. Fait que c'est $1 million de revenus. C'est $1 million de revenus. Il n'est pas tout seul. Mais même à ça, ouais. tu sais. Même si t'es 10, c'est 100 000 piastres. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas d'impôt. En plus, c'est ça. Toujours le fun. C'est ça. Mais t'as pas d'assurance non plus. Non, t'as pas. Hey, ça coûte cher, le dentiste. T'as pas les avantages sociaux. On peut-tu en parler, dentiste? Donc, maintenant, agent double, il va reprendre du service sur les forums underground. OK. Sous la surveillance des autorités, il va participer activement à piéger son réseau, Shadow Crew, de l'intérieur. Ah oui, le même réseau. Fait que là, théoriquement, c'est pas tout le monde qui s'est fait pogner dans ce réseau-là. Non, c'est ça, parce que t'as des milliers de personnes. Ben, c'est ça. Fait que dans ma tête, j'étais comme, il est-tu démantelé, puis il va aider à pogner d'autres mondes? Non, c'est vraiment, il va aider au moins, en tout cas, exact. le sien. C'est ça. Oh, mais c'est triste, c'est comme tes amis. Ouais, effectivement. C'est un peu triste. Mais tu sauves ta peau. Là. Sauve ta peau, là. Tu sais, t'es connais, mais t'es connais pas en même temps. Là. Oui, c'est ça. Ça fait pas... pas fait l'école ensemble, là, on n'a pas fait les 100 coups. Là, je veux non, dire. Mais quand même. Faites juste 50. Oui, juste 50. Mais quand même, ça doit... Un drôle de feeling. Un drôle de feeling, oui. Notamment, il va aider à mettre en place sur le site un réseau privé virtuel, là, un VPN, censé protéger les échanges entre les hackers. OK. C'est comme si lui avait instauré ça pour sa gang, en disant, tu sais, on va utiliser ça parce que ça fait un tunnel protégé dans le fond. Fait, le monde de l'extérieur ne peut pas voir qu'est-ce qui s'échange dans ce tunnel-là. Sauf la police. Oui, c'est ça, parce qu'en réalité, ça permettait aux enquêteurs d'enregistrer discrètement toutes les communications. Parce que c'était... Il l'avait partagé, tu sais, c'est partagé avec la police. Visage à deux faces. T'as-tu sa date de naissance? En 81, qui dit. Non, je veux savoir son signe astrologique. Non, je l'ai hey, pas. Two-Face de même. Gémeaux. Peut-être Guy Gémeaux. Peut-être. Donc, grâce à ces renseignements... Attends. On salue les Gémeaux, c'est pas vrai. Vous êtes pas Two-Face, on vous aime full. C'est bon, là? Oui. T'as fini tes excuses. Mais là, je l'ai pas mangé des bêtises. Du hate. Oui, du hate. OK, vas-y. Donc, grâce à ces renseignements, l'opération Firewall va porter ses fruits. Il y a une trentaine de pirates informatiques de plus, dans le fond, aux États-Unis et à l'étranger, qui vont être identifiés et inculpés. OK, puis là, ils savent pas que c'est lui. Non, c'est ça, grâce à lui, mais personne ne sait que c'est lui. Oh mon Dieu. Albert Gonzalez vient de contribuer à l'un des premiers grands coups de filet contre la cybercriminalité internationale. Parce que c'est quand même en 2014, là. C'est comme... Hein? 2014? Ouais. Ça fait quand même... C'est pas 2004? Ah oui, excuse, 2004. Ouais, 2004. OK, ouais, c'est vraiment le début, là. Oui, c'est ça. Il y en a eu un peu avant, mais pas sur Internet, là, je dirais. Là. Non, c'est ça. C'est 2004, c'était le début du début, là. Ouais, quand même. Je sais pas pourquoi j'ai passé 14, là, mais 2004. 2004. Mais la collaboration, justement, avec les forces de l'ordre est de courte durée. Il est, comme on dit, pris entre l'arbre et l'écorce. Ah oui? Ouais. Ben, comme tu disais hein, tantôt, d'un côté, son employeur lui fera jamais vraiment confiance non plus. Hein. Ouais. Tu sais, ça reste qu'ils l'ont employé et tout ça, mais ça reste un délateur, un informateur. C'est comme un loose cannon. Là. Ouais, exact, c'est ça. Tu prends ce que tu peux, mais tu sais pas quand il va te toucher dans les mains. Là. Exact. Ouais. Puis ils savent que tu es un criminel. Tu sais. Oui. Puis les autres, c'est le gouvernement. Et de l'autre côté aussi, il est en train de trahir sa communauté puis tout ce qu'il a travaillé pour bâtir. Donc, il va revenir à Miami après l'opération, puis il va être tiraillé. Et en plus, l'adrénaline des hacks, de faire du hacking, dans le fond, va réussir avec les profits aussi qu'il peut en tirer, dans le fond, à le ramener sur le côté obscur. Ben c'est ça. Puis comme on a dit, il ne paye pas d'impôts puis il n'y a pas d'assurance, donc il ne peut pas aller chez le psy.
Non, c'est ça. Pour se démêler. Il sera obligé de payer tout de sa poche. Oui, il peut pas aller chez le psy. Mais là, Astor est rendu au gouvernement. Il doit avoir des bénéfices. Ah, c'est vrai. Il pourrait prendre le programme d'aide aux employés. Ouais. Puis aller dire, oui, je suis comme un mini-wheat. J'ai un côté givré. J'ai un côté santé et un côté givré, docteur. Que puis-je faire? Que puis-je faire? On m'aime pour mon côté givré. Oui. Fait que là, il va recommencer un petit peu. Ouais, justement, parce que là, en 2005, Al est vraiment en manque d'adrénaline et il va décider de passer à la vitesse supérieure. Ah oui? Ouais. Donc, avec une poignée de complices de confiance, dans le fond de son ancienne gang, il va se lancer dans une série de cyberattaques audacieuses visant de grandes entreprises américaines. OK. Son objectif, c'est de pénétrer les systèmes informatiques qui contiennent des données bancaires de millions de consommateurs. Il veut chercher à faire un grand coup. À l'époque aussi, la sécurité des réseaux sans fil, hein, le Wi-Fi, c'était particulièrement un talon d'Achille pour les entreprises. OK. T'sais, pour les maisons aussi, là, mais c'est moins grave, là, je pense. Quand ton voisin il se connectait sur ton Wi-Fi, c'est moins pire que quand quelqu'un il rentre dans ton système informatique de banque ou whatever. Oui, que tu as toutes tes données d'employés, là. Ouais, c'est ça. Donc, beaucoup de magasins utilisent le Wi-Fi pour interconnecter leurs caisses enregistreuses. Hein. Ouais. Ils vont souvent protéger seulement par un protocole de base. Je n'ai pas mis des détails, là, mais c'est beaucoup moins efficace que les protocoles qu'on connaît maintenant pour le Wi-Fi. Pour un hacker expérimenté comme Albert Gonzalez, ces failles représentent une opportunité en or. Mm-hmm. La méthode de Al et de son équipe va mêler la ruse et la haute technologie. D'abord, il va parcourir en voiture les zones commerciales à la recherche de signaux Wi-Fi ouverts ou mal protégés. C'est une technique qu'on appelle le ward driving. Ward driving. OK. C'est quelque chose qu'ils font déjà là, depuis les parkings des magasins, armés d'un simple ordinateur portable et d'une antenne, dans le fond, peut-être pour capter un petit peu mieux les signaux. Il va parvenir à s'introduire sur les réseaux internes de certaines entreprises. Ouais. Fait que là, il est comme dans le parking du Carrefour Laval. Ouais. Puis là, il se promène avec son antenne dans le parking du Carrefour Laval. Puis là, il arrive chez Sears. Ouais. Chez Sears. Chez Sears. Chez Sears. Puis là, il fait « Ah! Le réseau de Sears n'est pas protégé. Exact. Je vais pouvoir tout pogner les numéros de carte de crédit des madames chez Sears. » Exact. Oh, c'est triste. Ouais. Mais ça se peut. C'est légal? Non, c'est pas légal. Non, c'est pas légal. C'est triste, mais c'est légal? Non, c'est pas légal. Mais c'est exactement ça. Fait que, c'est de te promener puis regarder. Là, à cette heure, tu pourrais regarder sur ton iPhone. Les réseaux qui pop là, disponibles, puis amener ta pogner un qui est pas barré. Ou tu trouves quelque chose d'intéressant qui s'appelle caisse enregistreuse. Puis il y a un protocole poche. Puis avec tes outils que tu as pognés sur le dark web, ben, tu le hack, tu sais, dans le fond. Oui, ça fait penser à ce que tu faisais quand tu étais jeune. Est-ce Arrête, que tu veux nous raconter? Non. Non, je faisais rien de ça. Non. Qu'est-ce que tu faisais avec des télécommandes universelles? Ah, au Best Buy, ça, c'était vraiment malade, ça. On faisait ça, en fait, j'avais un ami qui avait une montre qui avait une télécommande de télé dedans. Tu sais, il y avait des montres calculatrices, puis il y avait une montre que tu pouvais programmer pour, dans le fond, contrôler ta télé, tu sais. Ouais. Un peu comme une télécommande universelle. Ouais. Fait que là, on allait genre au Best Buy, au centre-ville, où quand tu descendais l'espèce d'escalier mécanique, là, il y avait comme, je sais pas, 12 télés, qui avait comme, tu sais, juste le logo de Best Buy où ça bougeait ou whatever, là. Fait que on changeait toutes les postes de ça, puis on montait le volume dans le tapis. Ou ben on se promenait dans la rue, puis là, tu sais, le monde qui laisse leur rideau ouvert, qui écoute la télé, là, puis là, tu changes les postes. Changeais les postes. Là, le monde, ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Là, ils se lèvent, ils changent le poste, là, tu sais, ils t'attendent qu'ils se rassoient. C'est pas tout le monde qui avait des manettes dans ce temps-là non plus. T'attends qu'ils se rassoient, là, tu rechanges le poste. Fait qu'il y a des gens qui ont pensé que leur télé était possédée. Ouais. Puis un gérant de Best Buy au centre-ville qui vous déteste. Ouais, sûrement. Encore aujourd'hui. C'était pas Best Buy, je pense que c'était Future Shop. Future Shop. Ça existe plus, là. Qui vous déteste. Ouais. Cause qu'il y a deux petits garnements qui sacraient le volume dans le tapis des 12 télés dans les marches, là. Ouais. Plein de fois. Ah, alors ça me fait penser à ça. C'était pas mal moins illégal, je te dirais. Ben, si tu faisais des choses comme Albert, nous ne serions pas mariés. Non, probablement pas. C'est pour ça que moi, quand tu me racontes tes niaiseries, je continue d'être mariée avec toi. Oui, c'est ça. C'est ça. Je changeais les postes de télé au Future Shop, je fais
Puis je reste en amour, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est beau. C'était comique. Donc, Albert, lui, c'était un peu différent. Une fois à l'intérieur des systèmes informatiques, il va exploiter d'autres vulnérabilités pour étendre ses accès, dans le fond, dans le réseau de l'entreprise. En particulier, puis j'ai mis quelques petites informations pertinentes. Il utilisait des injections SQL. C'est quelque chose qu'on utilise encore aujourd'hui. Ben, pas moi, là. On exclut la personne qui parle. C'est une technique, dans le fond, qui consiste à envoyer des commandes SQL, des commandes malveillantes dans une base de données à travers une application qui ne sert pas à ça. Tu sais, des fois, c'est un peu comme si tu remplissais un formulaire en ligne avec ton nom, ton prénom, ton adresse, mais que dans ces champs-là, tu mettais des commandes informatiques pour la base de données pour rentrer des nouvelles affaires. Oui, je comprends. Ou te donner un accès. Oui, fait que là, le fait que le formulaire est accepté, mais que les champs ont des commandes, ça c'est ça. Fuck la patente. C'est ça, parce que lui, il lit le code, mais il lit à la place de mettre ton nom, ton prénom, ton adresse, ben il rentre les commandes dans son propre système informatique automatiquement, puis là, ça fait rouler des commandes, puis là, ça te donne des accès. Oui, ça fait rouler des commandes à une place que tu n'aurais pas accès. C'est ça, exact. Mais puisque le fichier est accepté, parce qu'il est supposé être legit. C'est ça. Ouais, tu finis par... c'est un peu comme rentrer dans un car wash avec ta fenêtre ouverte. Là. Ah, OK, je vois mal. T'avais une porte d'entrée, dans le fond, puis... Ouais, je vois plus ça comme envoyer un colis qui a l'air super legit quelque part, puis tu l'ouvres, puis pouf! Ouais, c'est ça, effectivement. C'est ça. C'est mieux. Oui. Ouais. Je pense. Mon analogie est pas pire. Ça, ce serait plus comme un trojan, là. Hein? Ouais, un trojan, c'est un peu comme... c'est le cheval de Troie. OK. Ouais, c'est ça. C'est un Trojan horse, là, dans le fond. Okay. C'est justement un peu comme ça, si tu rentres quelque chose dans un paquet, donc il te laisse rentrer le paquet parce qu'il pense que c'est correct, puis c'est un petit peu le même principe. Ouais. Ces injections, justement, vont permettre d'installer des backdoors sur les serveurs des entreprises qui ciblaient. Donc, les backdoors, c'est des portes secrètes, des accès secrets, dans le fond, dissimulés dans le système que personne connaît, sauf la personne qui l'a installé. Mm-hmm. Avec ces accès justement en place, Al et son équipe peuvent alors déployer ce qui fera le succès de leur opération, des sniffers ou des renifleurs de paquets. Ah! C'est-à-dire des programmes espions qui vont intercepter les données transmises sur le réseau. OK. Simplement. Fait que c'est vraiment juste comme si tu mets quelque chose qui surveille toutes les affaires, des transactions qui passent sur le réseau. Ouais. Puis lui, il les voit puis il les enregistre. Ouais, je comprends. Donc, il va capter le plus d'informations possible, toutes les informations sensibles qui vont circuler. Puis lorsqu'une carte bancaire est utilisée dans le magasin, par exemple pour faire un paiement ou n'importe quoi, ben lui, il va l'enregistrer. Mm-hmm. Donc, chaque fois qu'un client va glisser sa carte, le numéro de la carte, la date d'expiration, puis parfois même le code de sécurité sont transmis à la compagnie sur le réseau d'entreprise, dans le fond, à la compagnie de Mastercard, Visa, whatever. Ben ouais. Puis lui, il va capter ça. L'un des premiers coups majeurs de sa campagne de hacking, Al, c'est pour cibler le géant américain de la distribution TJX Company, dans le fond, propriétaire notamment des magasins de vêtements à prix réduit Marshalls. Ah, ouais. Et d'autres compagnies. Là, oui. Qu'il y avait pas mal juste aux États-Unis, fait que je les ai pas nommés. Dès juillet 2005, les hackers vont parvenir à infiltrer le réseau Wi-Fi d'un magasin Marshalls près de Miami. Et de là, il va s'introduire graduellement dans le système central de la maison mère. Oh! Al va passer inaperçu pendant de nombreux mois. Oh, OK. Donc, au fil du temps, le groupe va siphonner ainsi les cartes de crédit et des cartes bancaires utilisées à partir de centaines de points de vente de l'enseigne. Ouais, parce qu'il y en a partout, tu sais. Tu sais, il y en a beaucoup d'entre nous qui se sont fait frauder leurs cartes, puis tu te demandes tout le temps comment, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est pas le terminal, tu sais. Il a pas été hacké, mettons, un terminal à quelque part. Tu sais, il est rentré, il a réussi à s'infiltrer de plus en plus dans le réseau jusqu'à aller dans la maison mère. Donc là, il avait accès à toutes les succursales du pays, tu sais. C'est ça. Puis là, après ça, quand tu fais une enquête pour fraude, il faut que tu saches c'est quoi le point commun de tous les clients fraudés. Puis là, il y a plein de clients fraudés. Puis là, il faut que tu saches lesquels ont été fraudés par cette organisation-là. Puis
le recoupement, c'est que quelque part, dans les 6 derniers mois, ils ont fait un achat chez Marshall. Tu sais, je veux dire, à un moment donné... Ouais, c'est ça, exact. C'est dur à trouver, là. Elle vient de où, la fraude? C'est pour ça que souvent, tu te fais frauder puis tu ne sauras jamais qu'est-ce que tu as fait de pas correct. Pas encore là, tu n'as rien fait de pas correct. Là, non, c'est ça. D'où est-ce que ça vient? Ben, tu aurais pu faire de quoi de risqué, là, mais mais acheter chez Marshall, c'est pas supposé être risqué, tu sais. Non, c'est ça, pas du tout. Donc, pendant 18 mois, en fait. Ah boy. Donc, de 2005 jusqu'en 2007, ils vont accumuler discrètement les données de plus de 45 millions de cartes de crédit et de débit sans que la compagnie se rende compte de rien. Puis, ils n'ont pas utilisé encore. C'est ça. Tu sais? C'est long, là. C'est ça. Fait que le monde, ils savent même pas, en fait, que quelqu'un a déjà leur numéro de carte. Ouais. Donc, c'est un piratage phénoménal, hein, un des plus importants jamais enregistrés à l'époque et sera découvert par la compagnie TJX seulement, en fait, vers la fin de leur 18 mois, en décembre 2006, puis ça va être révélé publiquement en janvier 2007. Mm-hmm. Mais Albert Gonzalez, il va pas s'arrêter là. Profitant de la même approche, dans le fond, lui et son équipe vont cibler d'autres entreprises vulnérables. Ben oui, ça doit. Ça a fonctionné, tu sais, pendant si longtemps, il va se reprendre avec quelqu'un d'autre. Ouais. À chaque fois, la méthode est similaire. L'intrusion est discrète, va installer des sniffers, collecter massivement des données bancaires de clients. Les numéros volés vont être ensuite stockés sur des serveurs à distance, puis prêts à être utilisés ou revendus sur le web. En parallèle de ces infiltrations sur le terrain, Al va viser également une cible encore plus lucrative, les systèmes informatiques des entreprises qui traitent directement les paiements par carte. Ah ben oui. Donc, à place d'aller chercher les commerces, il va aller directement où est-ce que toutes les informations sont envoyées, tu sais. Ouais, comme la compagnie Interac. Exact, c'est ça. C'est ça. Donc, en 2007, son attention se porte sur ces Heartland Payment Systems. Fait que ça doit être quelqu'un qui gère les réseaux sécurisés entre, mettons, Visa puis les compagnies. Tu sais. C'est un, justement, des plus grands processeurs de paiement par carte aux États-Unis. Ouais. Je le connais pas, là, mais tu sais. Non. Je pense que c'est pas le genre de compagnie que tu connais. Là. Non, c'est ça. À moins que tu aies un commerce. Ouais, c'est ça. Si tu as un commerce, c'est ça. Ils vont peut-être te proposer leur service. Là, ouais, c'est peut-être un petit peu comme. Je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais tu sais, ceux qui vendent les terminaux de point de vente. Oui, là, exact. Donc, si pénétrer le réseau d'un tel intermédiaire est plus complexe, dans le fond, la récompense potentielle est aussi beaucoup plus énorme. Hein, oui, parce que les autres, c'est leur job d'être sécure. Ouais, c'est ça. Bien plus qu'une boutique de vêtements, là. Ouais, exact. C'est supposé être méga sécure. Mais là, Al, il est plein de ressources. À ce moment-là, il est-tu encore informateur? Ouais, c'est ça, il est encore informateur. Mais tu sais, puis là, je m'étais mis ce cas-là de côté depuis un certain temps, puis je t'en avais parlé, je pense, avant d'enregistrer, tu sais. Ouais. Je trouve le cas intéressant quand même. Je suis juste un peu déçu parce que quand je l'avais mis de côté, puis tu sais, au fur et à mesure que je faisais mes recherches, tu sais, j'écrivais le cas puis tout le kit. Dans ma tête, il avait survécu aussi longtemps parce que il était informateur puis qu'il envoyait les fédéraux sur des fausses pistes. Oui. Mais en faisant les recherches, c'est ça, j'ai pas trouvé tant d'affaires comme ça. Fait il était juste bon, pareil, pour se cacher. Ouais, il était juste bon, puis il a quand même donné des informations à la police autre que lui-même. C'est ça, exact. Fait qu'il attire, c'est comme si c'est un tour de magie. Oui. Il attire l'attention à droite puis il fait des hacks à gauche. T'sais. Ouais. Mais il n'y a rien de notable dans les articles, n'importe quoi, qui fait comme pendant qu'il volait la banque des USA, je sais pas trop quoi, il savait que tel autre groupe faisait ça puis il les a genre backstabés. Ben oui, mais ça doit avoir arrivé parce qu'il fallait qu'il donne l'information aux policiers. Ouais. Puis d'un autre côté, tout ce qui le concernait, il le disait pas, naturellement. Exact, c'est ça. Fait qu'il avait l'air du gars qui donnait des infos. Ben droite, là, tu sais. C'est ça, ben droite, mais dans le fond, c'est ça. Ouais. Si tu faisais un coup avec Al, t'étais convaincu de pas te faire pogner, là. Ouais, c'est ça, exact. Finalement, c'est comme le gars chanceux de la place, là, il se fait jamais pogner. Ouais, pendant qu'il occupait, toutes les ressources des forces secrètes ou whatever, tu sais. Ouais. Fait que lui, c'est ça. Sur d'autres cas. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, oui, pendant ce temps-là, il fait diversion, mais j'ai pas tant de jus à donner là-dessus. Je trouvais ça un petit peu plate, mais je trouve le cas est super intéressant pareil.
Donc, big high risk, high reward hein, d'attaquer ce genre de réseau-là. Et il va aller se chercher de l'aide aussi de complices, d'autres complices internationaux, dont 2 hackers basés en Europe de l'Est et probablement en Ukraine ou en Russie. OK. Et un autre allié à Miami pour l'aider à organiser toutes ces attaques-là. Ouais. En décembre 2027, juste après Noël, il va exploiter une faille dans le serveur de Heartland, justement, la compagnie, et installer un malware. Fait que ça va lui permettre justement de refaire la même routine, le backdoor et tout le kit. Là encore, le butin est colossal. En quelques semaines, les pirates vont capturer environ 130 millions de numéros de carte de crédit et débit supplémentaires. Fait que là, tu sais, il y avait déjà... il y avait quoi? 45 millions, puis il y en a 130 de plus. Mon Dieu, c'est fou. Mais dans ce temps-là, en plus, il n'y avait pas de NIP sur les cartes de crédit, il fallait que tu signes. Je ne sais pas à quel point tu pouvais comme acheter des choses avec ta carte de crédit, avec une carte de crédit volée. Je suis comme pas sûre. Ouais, ben ces groupes-là ont des ressources aussi, hein, tu sais, pour... tu sais, parce qu'il y a des cartes de débit aussi, fait que tu sais, tu peux des fois cloner les cartes, justement. Cloner les cartes, fait que, tu te fais une carte, tu as le NIP aussi, parce qu'il faut qu'il envoie le NIP, tu sais. Oui. Pour la transaction réussisse, là, dans des le fois, fond. ils peuvent changer la bande d'une carte pour comme une autre bande magnétique qui fait que ça imite la carte. Fait que, en tout cas, ça devait être payant. Tu sais, les achats en ligne commençaient, il n'y en avait pas beaucoup. Mais tu peux aller dans un guichet retirer de l'argent, tu peux acheter des affaires avec une carte de crédit clonée dans un magasin. Oui. Mais c'est pour ça que généralement, ils ne vont pas les utiliser eux-mêmes. C'est plus facile de vendre 145 millions 75 millions de cartes de crédit à 1$ la carte, puis de faire 175 millions, que commencer à utiliser ces cartes-là, puis t'acheter des affaires, puis te faire pogner. T'sais. Ouais, je comprends. C'est plus payant, puis tu fais un gros coup d'argent, puis tu t'en vas. T'sais. Ouais. Get the money and run. Tout à fait. Donc, d'autres entreprises vont être visées encore pendant ce temps-là par le groupe, dont la chaîne 7-Eleven. Hein? Ouais. Entre autres, en piratant les distributeurs automatiques de billets. Fait que, tu sais, il y a des guichets automatiques là, dans les dépanneurs. Fait que, tu sais, 7-Eleven, c'est une méga chaîne de dépanneurs. Là. Donc, c'est une autre compagnie. Au total, entre 2005 et 2008, justement, on estime que HAL et son réseau ont réussi à dérober plus de 175 millions, justement, de numéros de carte de crédit ou de débit appartenant à des particuliers aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Puis là, 1 piastre, le numéro, ça fait 175 millions exact, de dollars. De dollars américains. Le réseau criminel mis en place pour exploiter ce trésor de données volées est à la hauteur de l'opération. HAL va s'appuyer sur ses contacts dans son ancienne communauté de hackers. Oui. Des carders, qu'on appelle dans le domaine. Oh. Donc des trafiquants de cartes volées, pour revendre justement des lots de numéros de cartes sur des forums clandestins. Les numéros accompagnés parfois des données personnelles en plus. Fait que, des fois, tu as en plus le nom, l'adresse, toutes les données de la personne. Fait que tu peux en plus t'en servir pour faire d'autres choses. Vont être achetés par d'autres criminels, vont être utilisés justement ensuite pour fabriquer des fausses cartes, effectuer des achats frauduleux puis des retraits bancaires, comme on disait déjà. Ça, j'avais tout prévu. T'avais tout prévu. Mais malgré toutes les précautions prises par Gonzalez et ses complices, l'ampleur des vols finit par alerter les autorités, même s'ils sont en train de travailler sur d'autres choses. Ben, mané. Les établissements financiers vont commencer aussi à détecter les backdoors puis les malwares qui étaient installés dans leur réseau. Puis vont eux aussi appeler, dans le fond, les enquêteurs puis déposer des plaintes et des choses comme ça. Oui, parce que les enquêteurs ne travaillent pas juste sur les types de HAL. Non, c'est ça. Leur job, c'est de démanteler des arnaques informatiques. Fait que... Oui, ils reçoivent des plaintes quand même pendant ce temps-là. Oui, quand une méga compagnie appelle le FBI ou les services secrets, whatever, puis dit, ben, tu sais, je viens de détecter, je me suis fait possiblement hacker 130 millions de cartes de crédit. C'est ça. Ils vont investiguer. Là. Exact. Ils vont pas dire, je te crois pas, Al m'en a pas parlé. Oui, non! C'est ça, exactement. Fait que pendant ce temps-là, ils continuent, eux autres. Écoute, s'il y avait de l'influence de même, je sais pas pourquoi ils avaient fait pogner. Là, mais... Non, je pense pas. Donc, les forces de l'ordre vont commencer à enquêter puis vont commencer à remonter les pistes aussi.
Mais l'enquête est complexe. Mais une première percée va survenir grâce à l'affaire, je sais pas pourquoi je l'ai marqué, là, Dave & Buster's, une chaîne de restaurants et salles de jeu. Okay. Je connais pas ça, mais si quelqu'un connaît ça, bravo. En septembre 2007, l'équipe de Hal avait réussi à infiltrer un terminal de paiement dans l'un des restaurants de la chaîne Dave & Buster's. OK. Et a volé discrètement environ 5000 numéros de cartes de cartes bancaires de clients. Okay. Ils ont fait des petits coups aussi. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, pourquoi t'en tenir à des gros coups? Quand on parlait d'égo puis de... Oui, mais tu peux comme, tu sais, tu peux faire tes tests. Aussi, ouais, c'est ça. Dans des petites places, voir si ça fonctionne, puis avant de t'attaquer aux grosses, là. Ouais, effectivement. Avant d'aller rentrer dans 7-Eleven, il avait peut-être essayé Dave & Buster's. Oui. Quel nom de Daniel Amusement à Montréal-Nord. Une espèce d'arcade shady, table de billard et gang de rue. Pas mal ça. Ouais. Donc, justement, quand ils étaient dans leur test, pour maintenir leur accès dans ces terminaux-là, les pirates avaient dû, à plusieurs reprises, revenir sur place dans le stationnement pour réinstaller leur logiciel espion. Parce que le système de Dave & Buster redémarrait périodiquement, puis ils perdaient leur lien, dans le fond. Ah, OK. Avec l'appareil. Ils arrêtaient de recevoir les cartes, fait qu'ils retournaient, ils remettaient leur logiciel espion, puis ils ont fait ça à plusieurs reprises dans la même succursale. Les surveillances vidéo du restaurant, dans le fond, ils les avaient captés, puis les fédéraux l'avaient analysé, puis avaient analysé le réseau informatique aussi, puis ils ont réussi à faire le lien entre la voiture qui se stationne, qu'à ce moment-là, quelqu'un se connectait sur le Wi-Fi et c'est fou, tu vois, il se fait pas pogner quand il fait des affaires super hot, super compliquées. Des grosses compagnies, 7-Eleven, Marshall, des compagnies Interact. Ouais. Sauf qu'après ça, il fait genre un petit resto, là. Ouais, c'est ça. Puis il se fait pogner à cause de ça. Il se fait pogner là, tu sais, ouais. C'est vrai, c'est tout le temps. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça, ouais. C'est la petite erreur, là. Ouais. Qu'avoir su, il n'aurait pas dû. Ouais. Donc, peu à peu, les éléments du puzzle vont converger vers un même groupe d'individus. Les traces électroniques recueillies finissent par pointer vers un individu basé à Miami, connu en ligne sous le pseudonyme de Segvec. Ah! C'est plus comme tantôt, là. Comme tantôt. Je me rappelle plus. Son premier nom, là. Son premier Goomba, nom. quelque chose, là. OK, oui, c'était Kumba George. Kumba Joe. Kumba Joe. Enfin, la même. Faudrait que je retrouve la feuille que j'ai pitchée à terre. OK, fait que là, c'est son nom, ça? Mais c'est parce que je savais pas c'est Segvec. lui, ça. Ouais, Segvec. il a changé de nom. Puis je l'ai pas noté parce que je l'ai j'aurais pas dû faire ça. J'ai continué à faire des recherches après avoir écrit le cas. Ah oui. Je sais pas si ça te rappelle de ce nom-là, Soupe Nazi. Soupe Nazi? Non, en le lisant, je me suis rappelé d'avoir vu ça probablement aux nouvelles quand j'étais plus jeune. Ah oui? Ouais. C'est un des alias aussi qu'il y avait. Ah oui? Albert, ouais. OK. Soupe Nazi, puis ça me rappelait de quoi dans mes souvenirs, ouais. Okay. Comme quoi qu'il avait effectué un méga hack, là. Ah ouais, OK. Dans les débuts, là, où on n'entendait pas vraiment parler de ça. Donc, les enquêteurs vont comprendre alors que le suspect n'est autre que Albert Gonzalez. Ah, ils savent. Ouais, c'est ça. Ils ont fini par faire le lien, sûrement, parce que peut-être qu'ils avaient déjà utilisé ce nom-là, ou ils ont peut-être continué d'enquêter sur lui aussi, là, parce que, comme je disais, tu fais pas confiance toujours à ton informateur. Non, exact. Donc, ils vont remonter la trace, puis vont savoir qu'il a replongé finalement dans le crime, puis orchestré ces attaques-là. Mm-hmm. Au printemps 2008, les autorités vont estimer avoir réuni suffisamment de preuves pour passer à l'action, et après des mois d'investigation, vont aller arrêter Albert et les complices. OK. Le 7 mai 2008, les agents des services secrets de la police fédérale vont interpeller Albert Gonzalez dans un hôtel de Miami Beach où il résidait temporairement. Parce que quand tu as de l'argent, ben, tu restes pas en appart. Là. Non. Tu vis dans les hôtels. Effectivement, Rara. L'arrestation se déroule sans incident. OK. Dans la foulée, plusieurs perquisitions sont menées au domicile lié au suspect. Et les forces de l'ordre mettent la main sur un véritable butin, 1,6 million de dollars en liquide qui vont être saisis, dont plusieurs et d'autres millions et plusieurs autres millions, dans le fond, enterrés dans les seaux en plastique dans le jardin des parents de Albert. Ah! Ouais. Il enterrait du cash dans des seaux de plastique. Ouais. Seigneur. Comme
Comme le caïd, là. Comment ça s'appelait? Ah, je sais pas. Narco, là, c'est quoi? C'est... Pablo Escobar? Escobar, ouais. Ah, il faisait ça? Ben, il enterrait des palettes, là. Ah, Pareil, ouais. pendant des années, il trouvait encore des palettes de cash, mais il était tout pourri, là, parce qu'il était mal scellé, là. Ah, ouais. Ouais. Il y avait tellement d'argent liquide, ça n'a plus quoi faire avec. C'est ça. Les agents vont confisquer également plusieurs ordinateurs portables, justement, contenant des archives de données volées, un pistolet Glock et divers objets de valeur. Au total, la justice fédérale va monter 3 dossiers distincts contre Albert González et ses complices, correspondant aux divers vagues de piratage. Au moment du verdict, en mars 2010, le juge fédéral du tribunal de Boston va prononcer une peine exemplaire. Albert va être condamné à 20 ans de prison pour l'ensemble des piratages commis contre ces différentes entreprises. Ouais. Le lendemain, un juge de New York entérine également une peine de 20 ans pour l'affaire de Heartland. Ah, ouais, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Ils vont en fait, les 3 dossiers, là, donc ces 2 dossiers-là, c'est 20 ans chacun. Cependant, ils vont finalement décider que les 2 peines vont pouvoir être purgées simultanément. OK. Donc, il ne fera pas 40 ans, il va faire 20 ans. Ouais. Le jugement, dans le fond, un des plus sévères jamais prononcés à cette époque-là pour une affaire de cybercriminalité. Ça envoie un signal fort à tous ceux qui seraient tentés de s'en reprendre aux données financières à grande échelle comme ça. Ouais. Et donc, en plus de la peine de prison, les juges vont ordonner la confiscation de ses avoirs, dans le fond. Albert doit renoncer à plus de 1,6 million de dollars justement saisis lors de son arrestation, et plus tout ce qu'il avait trouvé dans les seaux. Et aussi un appartement en copropriété à Miami, donc un cours d'eau qu'il y avait là-bas. Une voiture. Ses parents doivent aussi en avoir profité, là. Ouais, sûrement. Sûrement, là. Ses parents, ses amis. Ben oui. T'sais, ouais, j'ai coupé des petits bouts là, pour pas que ce soit trop long, mais effectivement, comme tout le monde, au début, il faisait profil bas. Puis éventuellement, il faisait des fêtes pour tous ses amis luxurieuses qui payaient tout. Fait que, à un moment donné, ça finit par s'ébruiter un peu que t'as beaucoup d'argent. Là. Ouais. Puis t'en fais profiter le monde aussi. Là. Ouais, c'est ça. Ça dure pas tout le temps. Fait que... Non. Mais également, c'est ça, une voiture de sport BMW qu'il avait acheté, des montres de luxe, des bijoux et plein de matériel informatique. Ben oui. Son emprisonnement ne fait pas particulièrement la une des journaux. Il n'y a rien de spécial non plus. Finalement, après avoir purgé une grande partie de sa peine, il va bénéficier des réductions de peine pour bonne conduite. Et en septembre 2023, à l'âge de 42 ans, Albert González est relâché de prison, ayant passé environ 15 ans derrière les barreaux. Et that's it. Il est encore jeune, quand même. Il a mon âge. Oui, c'est ça, exact. T'sais. Il pourrait... Mais c'est toute ta vie, c'est 15 ans en prison. 15 ans, ouais, c'est ça. Toute ta vie adulte, presque, en prison, tu sais, c'est... De 25, 27 à 42, là, tu sais. C'est cher payé. Mais il y a des... puis en plus, c'est que son talent, c'était l'informatique, mais là, ça a trop évolué. Ouais, 20 ans comme ça, là, ça a tellement changé. C'est ça, fait que tu sais, t'as comme gaspillé ton talent, là, puis t'as pas d'études, puis comme n'importe qui sort de prison, là, je veux dire, c'est pas une exception, mais c'est gâché un peu. Il a l'air un peu wise, d'après moi, il va... Ouais. En autant qu'il retombe pas dans la criminalité, là, mais tu sais... Ah, mais ça, c'est tout le temps la question du monde qui tente de se replacer après la prison, là. Ben, c'est vraiment juste le goût, l'attrait de tout ça, parce que surtout maintenant, s'il est vraiment intelligent là-dedans, puis il se remet à jour, c'est ça, tu peux travailler comme hacker, mais éthique, là. Ouais. Puis il y a plein de compagnies qui vont t'engager pour trouver les failles, tu sais. Sauf que, c'est ça, après ça, si t'es pas capable de te retenir puis de faire ça, ben là, tu sais, plus rien pour toi. Là. Non, c'est ça. Ah, mais c'était super intéressant. Je l'aime, ton hacker. Ouais. Ton hacker qui te ressemble beaucoup. Ton hacker version cubain. Version cubaine. Ben, merci beaucoup. C'était très cool, ça. Merci à toi. J'ai appris plein d'affaires en plus de comment rentrer dans le système des boutiques. Ouais. Fait que je vais te laisser. Je vais aller essayer ça. C'est bon. Ouais. Fait que payer cash. C'est ça la... Payer cash, oh my God, plus personne fait ça. Mais oui, effectivement. On vous laisse sur le mot de la fin. Si vous faites le mal, Faites-le bien. Ciao! ciao!